Donc, je propose qu'on ne perde pas de temps au début, qu'on démarre, parce que c'est vrai qu'on a un ordre du jour assez dense. Donc, il vaut mieux qu'on démarre à l'heure pour pouvoir le tenir dans les meilleures conditions. Merci à tous d'être là. Merci à nos intervenants d'avoir répondu à cette invitation pour cette séquence d'1h30 de travail autour d'un sujet qui nous préoccupe sur la protection par rapport dans le cadre de l'utilisation des pesticides. Donc moi, je suis Claude Gruffat, je suis député européen, écologiste chez les Verts ALE, ici au Parlement européen. Et je suis co-rapporteur sur le rapport sur les pesticides, qui est intitulé usage durable des pesticides. C'est une terminologie qui fait un peu sourire quand on est écologiste, mais c'est la terminologie qui a été retenue par la Commission pour le titre de ce rapport. Donc, ce règlement n'est pas dédié à la santé au travail pour les agriculteurs et les agricultrices, mais il vise à diminuer l'utilisation des pesticides de 50%, un peu conformément à la stratégie du Green Deal et au volet agricole du Green Deal, qui était Farm to Fork, qui disait qu'on se donnait pour objectif de diminuer de 50% des pesticides d'ici à 2030. Donc là, c'est le rapport qui mettrait en œuvre, le projet de rapport qui mettrait en œuvre cet objectif européen. Donc là, on va rentrer par la porte santé au travail, en fait, pour se concentrer sur la controverse autour des équipements des protections individuelles, acronyme les EPI. Donc, pour travailler ce sujet, on a deux panels ce matin. Le premier panel qui se penche donc sur le constat et le deuxième panel qui est représenté par les représentants des institutions européennes et qui va intervenir autour des commentaires de ce premier panel sur le premier constat. Donc, dans le premier panel, on a Christian Jouot, qui est agriculteur et militant au sein du collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, et qui est donc basé en Bretagne, en France. Ensuite, et je vous passe la parole dès que j'ai fini mon introduction, donc c'est vous qui allez démarrer le premier panel. Après, on a Alain Garrigou, qui est professeur et chercheur en ergonomie à l'Université de Bordeaux. Il est l'un des chercheurs impliqués dans l'étude qui a été menée, qui est PestExpo, vous l'avez intitulé comme ça. Donc là, on va rentrer dans le détail de ce que vous avez mis en évidence et en valeur. Et dernier intervenant de ce premier panel, Stéphane Aurel, qui est journaliste pour Le Monde et qui a publié, elle, une enquête l'année dernière sur les EPI, donc sur ces équipements de protection individuelle. Le deuxième panel, il est composé de Enrico Somaglia, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation et de l'agriculture et du tourisme, un long acronyme, les FAT, et il s'exprime en ligne. Et il devra quitter la conférence assez tôt, donc privilégiez-le dans vos questions, si vous en avez, parce qu'il ne pourra pas rester très longtemps. Ensuite, on a Joseph Lechner, qui est président du GEOPA-COPA, qui est à mes côtés, qui donc interviendra au titre des employeurs sur ce sujet. Ensuite, on a Zinta Podnieks, qui est analyste des politiques de la Commission européenne et qui interviendra elle aussi en ligne. Et quatrième intervenant, Manuela Tiramani, qui est représentante de l'EFSA et qui interviendra aussi. Et on a également en ligne une représentante de la commission DG Santé qui pourra répondre aux questions sur la législation en cours, sur la révision de ce règlement SUR, s'il y a des questions sur le règlement SUR éventuellement. Merci à elle d'être avec nous aussi ce matin. Donc, et on finira évidemment par un débat, parce que c'est un petit peu le but du jeu, qu'on essaiera de tenir dans le temps restant, qui j'espère sera d'au moins 20 minutes. Pour le premier panel, vous avez 10 minutes chacun pour vous exprimer. Essayez de tenir dans ce temps-là. Et pour le deuxième panel, ça sera 8 minutes chacun, parce que vous êtes plus nombreux. Et si on tient ce timing, j'essaierai d'y veiller. On pourra arriver à un débat à la fin. Voilà. Merci. Donc, je donne la parole à Christian Jouot pour démarrer. À vous. Allez-y. Bonjour tout le monde. Alors, donc, je m'appelle Christian Jouot. J'ai été paysan en Bretagne depuis les années 70 et j'ai utilisé des pesticides pendant un peu plus de la moitié de ma carrière. Alors, j'ai commencé à être au contact des pesticides très jeune, puisque au départ de ma jeunesse, on servait de jalon souvent dans les champs quand l'appareil passait. On traversait la partie qui venait d'être traitée et on laissait
le passage, on montrait le passage au monsieur qui faisait le traitement. Ensuite, à 14-15 ans, mon papa s'est équipé, donc j'ai commencé à utiliser moi-même les premiers pulvés sans EPI à l'époque. D'accord. Alors, sans EPI à l'époque, bien sûr, sans équipement de protection individuelle. La première fois que j'ai été en contact avec des EPI, c'est quand on a... je ne sais pas qui est-ce qui interdisait les produits à l'époque, mais quand l'herbogile a été interdit, il aurait été né 2 ans pour les stocks. Et là, ils ont accompagné les produits de combinaisons qui étaient, à mon avis, enfin, c'était cette espèce de truc blanc avec une capuche et puis un masque et des gants. Et là, j'ai commencé à me dire que sans doute ces produits, ils étaient dangereux. Enfin, il y a eu une première prise de conscience parce qu'avant, pour moi, les pesticides, c'était un produit qui était dangereux si éventuellement je le buvais, mais j'avais jamais imaginé que les aérosols, que le vent que j'avais dans le dos quand je traitais. C'est vrai que je l'ai fait quelquefois même sans cabine, torse nu sur le tracteur à l'époque. On était jeunes, il faisait beau, on profitait un peu de la vie. Et puis, les temps ont passé. Enfin, je me suis installé à mon compte et j'ai commencé à utiliser des EPI à mon propre compte avec les tracteurs avec les premières cabines qui étaient d'ailleurs des cabines à tout vent et qui sans encore aucune protection individuelle. Donc jusqu'à l'âge de 40 ans, les premiers c'était en 2005, donc c'est à 40 ans, les premiers EPI ont été obligatoire à partir de ce moment-là, mais enfin on a eu toute une grande période là où malheureusement on a utilisé ces produits sans aucune protection. Et donc le bilan de tout ça, c'est que moi j'ai un taux d'IPP de 70%, j'ai un cancer qui est en récidive en ce moment à cause de l'utilisation des pesticides. Et je suis reconnu en maladie professionnelle par la MSA. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais être très bref parce qu'à chaque fois ça m'émeut, mais mon épouse qui travaillait pendant au départ de sa jeunesse chez ses parents, qui suivait le pulvérisateur avec une lance et qui a également souffert d'un lymphome non-Hodgkinien et nous a quittés il y a quelques temps de ça. Après cette période-là, c'était les débuts, ça, on a commencé à se protéger un peu plus. On a eu des tracteurs avec des cabines, mais qui étaient mais qui n'étaient pas équipés de charbon actif, qui étaient simplement ventilés de façon un peu plus sage, mais qui ne protégeaient quand même pas des pesticides, quoi. Et la véritable apparition des EPI, c'est dans les années 2000. On a commencé à ce moment-là à se protéger, mais j'ai toujours trouvé ça, avec le recul, je trouvais pas ça très intéressant parce qu'en fait, on était dehors, on remplissait les cuves, on avait des combinaisons, des gants, et puis on était au contact de ces fameux pesticides. On rentrait dans le cabas, dans la tracteur avec la combinaison qui était imbibée, c'est beaucoup dire, mais qui était au contact de ces pesticides. Et puis et les gants, c'était un peu compliqué de les enlever. Enfin, on finissait par mettre les mains pour les enlever. On est toujours d'ailleurs, parce que je vois pas comment maintenant ils peuvent très faire. J'étais il y a pas très longtemps à un procès là, qui concerne les métals sodium, et en fait le monsieur est en train de nous expliquer qu'à chaque fois qu'il montait dans son tracteur et qu'il descendait, il mettait une combinaison et il s'équipait, ce qui est complètement impossible parce que ça passerait trop de temps, et puis en plus ça paraît irréalisable, quoi. Donc j'ai fait des petites notes, j'ai continué. Oui, alors j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps aussi des paysagistes là, qui utilisent pas mal ces pesticides. Et puis, ils m'ont expliqué qu'en fait, on ne séparait pas dans le camion les vêtements qu'ils avaient utilisés pendant leur travail de leur personne. Ils étaient sur les sièges arrière et donc souvent, ils se trouvaient avec des vomissements, avec des maux de tête. J'ai rencontré des gens au collectif aussi qui me disaient la même chose, c'est-à-dire qu'on n'avait pas expliqué à ce moment-là aux gens qu'il fallait bien séparer ces vêtements-là donc ces vêtements se retrouvaient dans les buanderies ou des choses comme ça. Les enfants étaient là et ça émanait des pesticides. Enfin, c'était absolument c'était dangereux. Il aurait fallu avoir des combinaisons qui soient complètement
qui ne servent qu'à ça et qu'une fois, je pense. Alors, là, il y a pas mal de gens qui sont dans cette situation-là et qui viennent au collectif et qui demandent qu'on les aide, puisque malheureusement, on a quand même 120 personnes qui sont reconnues en maladie professionnelle suite au contact des pesticides et 80 qui sont pour le moment en reconnaissance malgré les EPI, puisqu'il y a des gens qui ont 40 ans maintenant et qui sont dans cette situation. On a eu 4 glioblastomes qui ne sont pas au tableau des maladies professionnelles, mais que la MSA a reconnu quand même en tant que maladie professionnelle sur des gens qui sont relativement jeunes, qui sont même très jeunes, 40 ans. Enfin, Christophe, je pense qu'il avait à peine 40 ans même. Enfin, visiblement, il n'y a pas d'autre raison que les pesticides pour les avoir rendus malades. Et quand vous donnez ces chiffres des gens que vous recevez, ça veut dire que vous constatez une augmentation des gens qui arrivent et qui viennent voir le collectif ou Oui. Enfin, alors surtout depuis qu'on a réussi à faire reconnaître les cancers de la prostate comme maladie professionnelle, là on a énormément de monde. Les chiffres de la COSMAP, je crois, c'était 4% de la population qui sont au contact des pesticides à l'intérieur de la COSMAP, enfin à l'intérieur de la MSA. Il y a 4% des gens qui travaillent, parce qu'à la MSA, il n'y a pas que des agriculteurs, il y a aussi des gens qui sont agricoles, qui sont dans les coopératives, qui sont enfin dans pas mal d'organismes. Et donc, les 4% qui sont au contact des pesticides représentent 40% des cancers de la prostate. Et en général, ces cancers, ce sont des cancers extrêmement agressifs, des glisones 9, des glisones 7. C'est des cancers de la prostate enfin, moi, je suis dans le cas d'un cancer de la prostate qui est extrêmement agressif, qui peut pas être opéré. Et la seule solution, c'est la radiothérapie et hormonothérapie. Et là, d'ailleurs, je suis en récidive. C'est un cancer qui revient tout le temps et qu'on ne peut pas opérer. Alors, la MSA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la sécurité sociale de l'agriculture en France. Ça fait mutualité sociale agricole. Voilà. Eh ben... Oui, alors après, j'ai parlé un peu aussi, j'ai noté un peu des choses sur le certifito. J'ai un peu peur que ce certifito, il serve plutôt, alors les gens... C'est quelque chose qui est fait très rapidement. Le certifito, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'agrément que les gens obtiennent pour pouvoir utiliser des pesticides, pour conduire des tracteurs et utiliser des pesticides. C'est une formation qui se passe sur 1 journée et demie et qui donne le droit après d'utiliser des pesticides. Et les recommandations que j'ai vues dans le certifito me paraissent pas réalisables. C'est-à-dire que les gens qui sont au travail ne peuvent pas arriver à tenir les choses qu'on leur demande. C'est trop compliqué. Enfin, quand on est à pulvériser, on peut pas tout le temps se changer de vêtements. On peut pas tout le temps, à chaque fois qu'il faut remplir le pulvé, il faudrait avoir un... Et puis après, il y a Pardon ? Non. Et après, il faudrait avoir des appareils qui soient équipés, qui permettent d'accéder à ces produits sans qu'on ait besoin de descendre. C'est quasiment impossible. Les gens qui utilisent les pesticides, pour moi, même malgré les EPI, sont en grand danger parce que d'abord, maintenant, il a été démontré qu'il y a des molécules qui passent au travers des plastiques, qui passent au travers des combinaisons et donc, quand on est dans une cabine, en général, même si on ventile, il fait assez chaud. Donc, si on a beaucoup de vêtements, on transpire. Si en plus on garde les fameuses EPI, on a très chaud et on transpire et on a les pores qui sont ouverts. Les pesticides qui sont utilisés, je vous disais, sont très performants, traversent ça et puis on est dans un bain de ces saloperies, quoi. Voilà. Enfin, moi, je considère que la seule solution, c'est d'arrêter les pesticides, puisque visiblement au collectif, on a toujours des gens, on a des gens jeunes qui ont commencé à utiliser ces pesticides. Il y a des gens qui sont même très jeunes, puisque des paysagistes, là, je disais, qui sont venus nous voir et qui sont déjà malades, à des gens qui ont 25 ans, qui ont été très, très en contact avec des pulvéados, des choses comme ça. Et moi, je suis passé en bio en 95-96 et j'ai la certitude qu'on peut produire en
en autonomie de la nourriture saine et sans pesticides, en utilisant des méthodes d'agriculture bio. Ouais. Très bien, merci pour ce témoignage, douloureux témoignage d'un utilisateur des pesticides en agriculture en tant qu'agriculteur. Alors maintenant, du champ au laboratoire, Monsieur Garrigou, qu'est-ce qu'on a observé dans le laboratoire sur cette question? C'est à vous. Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais faire une présentation en français, mais mes slides sont en anglais. Alors, du champ au laboratoire, nous, notre laboratoire, c'est le champ. Donc, on reste très ancré et ça va être vraiment un angle d'attaque que je vais vous proposer. Donc, moi, je fais partie de l'équipe d'Isabelle Baldi au sein de l'Université de Bordeaux. Et donc, nous avons, depuis plus de 20 ans, mené des études en champ sur l'exposition des travailleurs agricoles aux pesticides. J'y reviendrai un peu plus dans le détail. Alors, je vérifie juste, voilà. Alors, juste pour remettre dans le contexte, en France, depuis une dizaine d'années, il y a eu 3 rapports rédigés par des chercheurs publics qui ont attesté des risques et des atteintes à la santé concernant l'usage des pesticides, avec en particulier les risques en termes de maladies neurodégénératives, en particulier Parkinson, certains types de cancers, bien entendu, les myélomes dont on a parlé, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc ça, ce sont des choses qui sont attestées. Et je voudrais positionner la question des équipements de protection contre l'exposition aux pesticides dans ce contexte-là, puisque c'est un enjeu majeur en termes de santé. Et c'est aussi une responsabilité qui pèse sur les employeurs. Ces dernières années où on voit donc des travailleurs équipés effectivement de la tête aux pieds. Et la difficulté avec les équipements de protection individuelle, c'est qu'il y a une croyance de se dire que là, ils sont équipés, donc ils sont protégés. Et ce que je vous propose de discuter, c'est que c'est plus complexe que cela. Et c'est pas parce qu'on est protégé, qu'on porte des équipements de protection individuelle, qu'on est totalement protégé et protégé dans la durée. J'y reviendrai par la suite. Alors, je le disais, les équipements de protection individuelle, ils ont un statut spécifique en matière de prévention. Et il est dans le règlement et la directive européenne de 89, les équipements de protection individuelle sont considérés comme la dernière ligne de défense dans les stratégies de prévention, puisque la première est de supprimer le danger à la source. La deuxième, c'est de passer par des équipements de protection collectifs. Et le troisième niveau, c'est de porter des équipements individuels. Et donc, cette question-là, d'un point de vue juridique, elle présente un certain nombre d'enjeux. On y reviendra peut-être dans la discussion. Alors, si je rentre maintenant sur ce que je voudrais essayer de discuter, c'est le rôle de ces équipements de protection individuelle dans l'autorisation et la mise sur le marché des pesticides. Puisque, en fait, c'est une pierre angulaire de l'autorisation de la mise sur le marché, puisqu'à partir du moment où les modèles toxicologiques font apparaître qu'il y a un risque pour la santé, eh bien, ces équipements de protection individuelle ne peuvent être, ces pesticides ne peuvent être mis sur le marché que si il existe un équipement de protection censé les protéger. Il faut savoir que jusqu'à 2011, en tous les cas en France, dans les autorisations de mise sur le marché, ce qui apparaissait, c'était porter les équipements de protection adaptés sans qu'ils soient définis et sans qu'il soit démontré qu'ils existaient. Donc ça, c'est d'un point de vue historique, c'est intéressant de le mettre en place. Et ce que je voudrais discuter dans cette présentation courte, c'est une question de recherche qui est vraiment importante et où une diversité de collègues, dont les collègues de l'EFSA, travaillent sur ce sujet-là. C'est comment on peut modéliser l'exposition aux pesticides. Et c'est un exercice, je dirais, scientifique qui est à la fois passionnant et à la fois difficile. Alors, dans la logique de l'autorisation de la mise sur le marché des pesticides, il y a des modèles qui existent, je ne rentrerai pas dans le détail, mais dans ces modèles, il est prévu
Et voilà donc un tableau issu d'un document de l'EFSA. Il est prévu que ces équipements de protection aient de fait une efficacité, je dirais, à 90 ou 95% en termes de réduction du passage des pesticides. Alors, je voudrais juste poser que dans ces modèles théoriques, vous voyez qu'on admet quand même qu'il y a un passage possible de l'ordre de 10 à 5%. Et donc, il n'y a pas, je dirais, dans les modèles, déjà, dès le départ, et c'est très juste, le fait que ces équipements de protection vont protéger à 100%. Ça, c'est un premier point. Et donc, ce travail de modélisation, il est important dans l'autorisation de la mise sur le marché. Et il y a des enjeux je dirais, à enrichir forcément ces modèles au fur et à mesure que les connaissances se produisent. Et c'est dans cette optique-là que je porte la discussion. Alors maintenant, ce que je voudrais pointer, c'est que dans la discussion sur les modèles, il y a deux approches qu'il faut intégrer. Il y a une approche qui est portée, en tous les cas, par les acteurs industriels qui proposent la mise sur le marché des pesticides, où on va être sur des études qu'on qualifie de contrôlées. C'est-à-dire que ces acteurs vont intervenir à un moment donné défini dans le traitement d'une culture, avec un matériel imposé, avec des équipements de protection imposés, neufs qui sont changés, avec des procédures à suivre, avec, je dirais, des techniques spécifiques qui sont imposées. Et donc, effectivement, dans ce contexte de modélisation, et ça a une utilité, quand on est dans une étude dite contrôlée, on va avoir des résultats qui seront meilleur, je dirais, que ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Mais sauf que ce n'est pas la vraie vie. Et donc, nous, nos recherches, elles s'inscrivent, je dirais, dans la partie basse du diaporama, dans des recherches qu'on qualifie de non contrôlées, c'est-à-dire que nous n'imposons pas une manière de faire particulière, un équipement de protection, et si les gens ne se protègent pas, on ne va pas imposer un équipement de protection, on part de la réalité des gens, avec les difficultés à droite pour accéder sur le haut d'un pulvérisateur, je dirais, porté, pour vérifier le niveau de remplissage dans une cuve de pulvérisateur tracté. On part de la vraie vie telle qu'elle est rencontrée, telle qu'on l'utilise en ergonomie. On est à 7 minutes pour info. OK, non, mais c'est bon pour moi. Et donc, à partir de là, nous, nos études ont essayé de mesurer l'exposition qu'on pouvait retrouver sur la peau des agriculteurs, puisqu'il faut savoir que 90% du passage des pesticides dans le corps se fait par la peau. Donc cette étude est issue de 72 jours de travail de terrain. Quand je vous disais que notre laboratoire, c'est le terrain, nous, on a les pieds dans les bottes et les bottes, je dirais, dans le terrain. Et vous voyez que ce qui a été étonnant dans cette étude, c'est qu'on a comparé, donc on posait des patchs sur la peau pour mesurer le dépôt des pesticides sur la peau, que ce soit des gens qui ne portaient pas d'équipement de protection, et donc là, le patch était à l'air, ou sous les vêtements de protection, s'ils en portaient. Et cette étude, en conditions non contrôlées, c'est bien ce que je souligne, elle montre que globalement, pendant la préparation, en médiane, il y avait à peu près le même niveau de contamination, que pendant l'application, ceux qui portaient des équipements de protection étaient plus contaminés, quasiment un facteur de 2, que ceux qui n'en portaient pas. Et pendant le nettoyage, vous voyez, on est quasiment dans un rapport de 3. Pourquoi ? Parce que ces équipements-là ne sont pas changés tous les jours, ils ne sont pas forcément nettoyés et il y a de fait des produits qui vont passer au travers des vêtements par perméation. Et donc un enjeu majeur qu'il faut discuter, c'est de ce phénomène de perméation qui est un passage au niveau intramoléculaire des composants du pesticide au travers du matériau de la combinaison. Et là, on est sur une réaction chimique spécifique. Et donc, je voudrais conclure en disant qu'il n'existe pas d'équipement de protection générique qui protégerait de tous les pesticides parce que c'est à chaque fois une relation, je dirais, duale. Donc vous voyez que dans la discussion, c'est pas parce qu'on porte un équipement de protection qu'on est forcément protégé. De fait, et c'est
protection, mais dans la durée, ça finit par passer. Et dès qu'on est dans les pratiques réelles, et M. Jouot le racontait de manière très claire, eh bien, on voit que ce niveau de protection, il n'est pas suffisant. Et je voudrais juste terminer sur la dernière diapo pour poser le fait que, globalement, l'efficacité est surestimée dans les modèles par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Et l'autre point que je voudrais pointer, que je voudrais discuter, c'est qu'on a affaire à des modifications des molécules au jour d'aujourd'hui, avec la présence en particulier de matériaux à l'état nanométrique. Et le fait de pouvoir utiliser ces nouvelles formulations, que ce soit des nano-vecteurs ou des pesticides, ça augmente le passage au travers des équipements de protection. Donc voilà ce que je voulais vous présenter rapidement. Merci beaucoup d'avoir dit autant de choses en si peu de temps. C'est vrai que 10 minutes, c'est vite passé. Sur en fait le leurre qu'on a en fait sur la question de la protection et de toutes les conséquences que ça peut poser. Du coup, j'en viens à vous, Stéphane Aurel. Du coup, vous avez mené une large enquête sur cette question-là en tant que journaliste. Vous l'avez communiqué l'année dernière, je crois. Et du coup, la parole est à vous pour revenir un peu sur ce que vous avez pu observer. Merci. Mes slides sont en anglais et je vais parler en anglais. What I'm going to Donc, je vais présenter aujourd'hui le résultat d'une enquête transfrontalière. Il y a eu 7 partenaires au niveau européen et la plupart des informations que l'on a trouvées n'étaient pas nouvelles parce que c'était en ligne avec les études scientifiques qui avaient été faites par le passé. A lot of the work. Comment on a pu obtenir cette situation? Les EPI sont utilisés, sont recommandés, ne sont pas efficaces. Un sociologue, Jean-Noël Jouzel, a étudié ce sujet et il a dit que l'utilisation sur des pesticides, c'est de la fiction. C'est exactement ce que Alain Garrigou a dit. Il y a une différence entre le modèle industriel et l'exposition effective sur le champ aux pesticides. Je vais me concentrer sur l'histoire de la co-construction de normes de la part de l'industrie avec les autorités réglementaires de l'Europe tout entière, afin de définir les normes qui sont acceptées et qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Au cœur de cette notion, il y a le niveau acceptable d'exposition professionnelle. Donc, combien de pesticides peut être supporté par un opérateur? Et je vous invite à penser ce que ça veut dire acceptable, qui décide ce qui est acceptable et pour qui. C'est une notion assez vague qui devra être discutée au niveau de la société et non pas au niveau des cercles d'experts. Et toutes les notions qui sont utilisées aujourd'hui ont été décidées au cours des années 90. Ces notions font partie de l'approche de la mentalité actuelle à l'égard des pesticides. On parle de conditions d'utilisation normales, de bonnes pratiques agricoles et comment l'industrie explique comment utiliser les pesticides. Si on n'utilisait pas de manière normale et appropriée, c'est la faute aux agriculteurs. Et cette co-construction se base sur des données qui ne sont pas publiques, qui sont un secret d'affaires, des données qui n'ont jamais été discutées et qui n'ont jamais été contrôlées par des chercheurs indépendants. In the 90s, and the first document that really sets in stone all these standards is the OECD guidelines in 1997. What is very interesting is you can really see in the list of participants of this discussion that it's really a real
mix of regulators and industry representatives, with one industry person playing a very key role during all those years. He was Graham Chester, who was a Zeneca employee. Because he had been studied this a lot for his company, he was requested to draft the guidelines for this OECD gathering. And so all the decisions that are still in place today were based on these guidelines that were decided by in 1997 based on these industry recommendations. The models, I'm not a mathematician and I wouldn't... Je ne m'occupe pas de mathématiques, donc je ne peux pas m'attarder sur les détails, mais ce qui est étonnant, c'est le fait qu'il n'y a pas de test spécifique sur les EPI pour chaque pesticide spécifique. Tout est calculé sur la base de modèles, qui se basent sur des études qui ont été conçues par l'industrie. Et M. Garrigou l'a dit, il ne s'agit pas d'une représentation de la vie réelle des agriculteurs. And so the first time there was La première fois où on a parlé de ce problème, on a lancé l'alerte, c'était en 2007 et c'était en France, mais il a fallu du temps afin que quelque chose se passe. EFSA a publié son avis en 2010 et puis en 2013 le BFA, donc c'est l'Institut allemand d'évaluation des risques, a créé un groupe de travail visant à développer le travail qui serait la base de la mise à jour des orientations EFSA. Le problème de ce groupe, c'est le fait qu'une fois de plus, il y a cette co-construction des normes où il y a des représentants des autorités réglementaires, mais il y a aussi des représentants de l'Association de protection de culture au niveau européen et au niveau allemand. Et on n'a même pas les noms, en fait, des représentants de l'industrie. Il faut regarder la publication scientifique pour comprendre qui a effectivement participé à ces études. Et on se rend compte qu'il s'agit de représentants des industries. Donc, il n'y a pas de transparence. Qui sont les personnes qui sont impliquées? Par exemple, là, il y avait des personnes de BASF qui étaient impliquées. This BFR report. Donc, ce rapport de BFR a été utilisé pour mettre à jour l'orientation d'EFSA en 2014. Je n'ai pas dit que l'avis précédent de 2010 de EFSA, c'était à l'époque où EFSA n'était pas à même de bien gérer les conflits d'intérêts et des experts qui faisaient partie du groupe de l'EFSA avaient des conflits d'intérêts, comme par exemple Anne Alix, qui est passée du secteur public et du secteur privé, aller-retour, et elle a travaillé aussi pour Dow Chemicals. And so this EFSA guidance. Donc cette orientation, cette ligne directrice de EFSA 2014, elle a été mise à jour quelques années après. Il y a toujours les mêmes échappatoires qui sont utilisés par les scientifiques. Pas de jugement de ma part. Je présente tout simplement ce que la communauté pense de ces orientations, de ces lignes directrices. Une fois de plus, cette guidance se base sur des données non pas publiées et toutes les études sur les expositions des scientifiques indépendants n'ont pas été prises en considération dans la bibliographie et il n'y a pas beaucoup de données concernant des situations de routine, notamment pour ce qui est
du nettoyage, par exemple des serres, où il y a quand même une exposition importante. En outre, on pense toujours que les gants et les combinaisons protègent contre tout. Donc, il y a 80-95% d'exposition qui est protégée quand même. Et puis, on parle toujours de pratiques de laboratoire, de bonnes pratiques de laboratoire qui sont toujours là. Et puis, le tout dernier point de cette co-construction, c'est la norme ISO. On connaît ISO. Par exemple, votre brosse à dents électrique est couverte par une norme ISO, mais c'est une organisation privée. Il n'y a pas de représentants des gouvernements qui sont présents là. Les membres des groupes qui travaillent sur des questions très techniques chez ISO sont des membres privés qui payent pour être là. Donc, il y a quand même un préjugé important, une partialité importante. Et le groupe sur les EPI, qu'est-ce qu'il a fait? Il a émis une norme qui dit que ce type de vêtements en coton et en polyester, en France on dit bleu de travail, c'est donc la combinaison que les agriculteurs utilisent, plus un répulsif, voilà, c'est ça le standard, c'est ça la norme, c'est ça l'équipement le plus efficace pour les agriculteurs. Donc, on a vu des combinaisons en plastique et là, c'est la norme internationale pour se protéger contre les pesticides. Je suis sûr que vous aurez pas mal de choses à dire à cet égard. En tout cas, la EPIsation du bleu de travail, c'est une expression de Jean-Noël Josel que j'ai évoquée tout à l'heure, qui avait parlé de fiction. Et voilà, c'est la norme aujourd'hui, et c'est la norme qui a été émise aussi pour les gants. Et ça, c'est ma toute dernière slide pour montrer les conséquences de cette construction qui ne sont pas au bénéfice des agriculteurs, mais ces normes sont et ces équipements de protection sont au bénéfice de l'industrie. Donc, toutes ces maladies ont été reconnues en tant que conséquence à l'exposition professionnelle aux pesticides, notamment la maladie de Parkinson. Là, vous voyez Bernard Blancard, que j'ai connu dans le cadre de cette enquête, qui a toujours porté de l'EPI, notamment dans les serres. Et voilà, à 55 ans, il a développé une maladie de Parkinson et sa vie a été complètement détruite après cela. Merci. Cette présentation de vos enquêtes et merci à vous, à tous les trois, en fait, Christian Jouot, Alain Garrigou et vous, Stéphane Aurel, pour le constat que vous posez, qui interpelle évidemment énormément, autant les citoyens et citoyennes que les utilisateurs, que nous, politiques, qui sommes quand même en charge de apporter des réponses à un constat aussi douloureux et aussi compliqué et inattendu quelque part, parce que quand même, dans l'inconscient global, voilà, on est protégé, donc on pense qu'on est vraiment protégé, et en réalité on ne l'est pas, donc le constat est très important. Du coup, on passe à la deuxième table ronde pour voir ce que vous en dites et ce que vous en pensez par rapport à ce constat difficile. Donc vous avez, il y a Enrico Somaglia qui va commencer, qui est secrétaire général adjoint de la Fédération européenne des syndicats de l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme. Et du coup, vous, vu de votre syndicat sur ces constats, vous en dites quoi et comment aborder une meilleure protection par rapport à l'utilisation des pesticides? Et vous intervenez en ligne, donc je ne sais pas si elle est connectée. Oui, on va voir arriver. Oui, bonjour, vous pouvez m'entendre? Ça va? Oui, on vous entend très bien, super, merci. Donc, je vais parler en anglais, moi aussi. Et je tiens à vous, so first of all, thank you very
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une invitation importante qui est très importante pour notre syndicat, l'EFA. Il est très important d'être là pour exprimer notre point de vue et nous représentons les syndicats dans le secteur de l'agriculture, de l'alimentaire et du tourisme et nous représentons un bon nombre d'organisations en Europe. Je vais commencer en remerciant les intervenants qui m'ont précédé parce qu'ils ont vraiment offert une image très claire de la réalité. Ils ont brossé un tableau clair de la réalité des expositions. C'est une réalité triste, malheureusement. Et il est important de profiter de toutes les opportunités qui nous sont offertes pour nous préoccuper des préoccupations des travailleurs de l'agriculture et de tout ce qui utilisent ou sont exposés aux pesticides. Et nous avons maintenant une grande opportunité qui nous est offerte par la réglementation SUR sur l'utilisation durable des pesticides. Donc, il y a beaucoup d'interventions, d'instrumentalisation sur ce qui se passe sans tenir compte des répercussions pour arrêter toutes les avancées possibles sur les dossiers non seulement environnementaux, mais aussi sociaux. Il faut continuer à parler de la vérité. La vérité est ce qu'on a entendu depuis Monsieur Jouot, Monsieur Garrigou, Madame Morel. Donc, quelques mots sur la réglementation SUR. Bon, dans le secteur agricole, les syndicats vont accueillir très favorablement les objectifs de cette réglementation parce que moins de pesticides se traduisent dans un moindre risque pour la santé en agriculture. Nous sommes convaincus que la meilleure solution serait d'éliminer tout court l'utilisation des pesticides à cause de toutes les raisons qui ont été données déjà. Et même lorsqu'il est très difficile il est très difficile de prévenir les risques, même en utilisant des EPI. En même temps, il faut être réaliste, il faut trouver une manière d'aller de l'avant autrement. Et je trouve que la réglementation SUR va dans le bon sens. Et il faut se donner, à côté de cela, des objectifs de réduction encore plus ambitieux. En même temps, dans le texte, il y a aussi des difficultés qui nous disent par exemple que les travailleurs de l'agriculture ne sont pas pris en compte à Bruxelles. Et dans le texte, tout d'abord, je trouve un manque de clarté par rapport aux obligations OSH, un manque d'association entre le cadre de sécurité au travail au niveau européen et la nouvelle réglementation, la SUR. Pour vous porter un exemple, le texte parle d'utilisateurs professionnels et impose en même temps des obligations à ces utilisateurs sans considérer pour autant que nous avons des travailleurs de l'agriculture qui sont souvent des employés, des salariés et les agriculteurs qui sont les employeurs et on n'impose pas le même type d'obligations aux deux. Et là, donc, c'est sur cela que le règlement doit s'améliorer. Il faut mieux clarifier ce lien entre les mesures OSH sur les obligations des patrons et les réglementations, y compris sur la formation. Est-ce que l'employeur doit payer le coût de la formation? C'est pas certainement pas le salarié qui doit s'en charger. Mais dans ce secteur, il faut tenir compte du fait qu'il y a 10 millions de travailleurs en agriculture, dont plusieurs sont nomades et immigrés. Vous pouvez imaginer que pour ces travailleurs-là, la situation est encore plus compliquée parce que des fois, ils se trouvent dans des situations très difficiles. Ils n'ont pas le droit de parler des violations de leurs droits sans en subir les conséquences. Donc, il faut mieux s'aligner avec les normes OSH, les
Et deuxièmement, il faut assurer qu'il y ait une reconnaissance claire des maladies professionnelles associées à l'utilisation de pesticides et cette SUR en est une opportunité. Si l'on veut avoir une documentation officielle sur le type de pesticides utilisés pendant le travail, par exemple, il faut s'aligner avec, par exemple, la réglementation sur l'amiante dans le bâtiment. Des fois, les questions donc ayant trait à la santé et à la sécurité prennent des années, des décennies même, pour être reconnues par le gouvernement. Donc, alors, pendant l'activité, il devient obligatoire de s'occuper donc de ces aspects liés à la santé. Donc, il est possible imaginer que les travailleurs agricoles qui donc à un moment donné soient frappés par des maladies de la sorte puissent donc se voir reconnaître tous leurs droits. Donc, il faut avoir toutes les maladies reconnues, pas que le Parkinson. Et en France et en Italie, c'est des maladies reconnues, mais ailleurs, c'est très difficile. Il y a plusieurs pays où il n'y a pas de reconnaissance et moins encore de compensation pour ce type de maladie professionnelle. Le dernier point, c'est la transition juste. Pour nous, c'est un concept clair qui donc comporte aussi l'acceptation sociale de ces nouveaux objectifs environnementaux. Il faut essentiellement mettre la pression pour que cette transition se fasse et montrer à tous ceux qui s'opposent à ces objectifs environnementaux qu'il n'y a pas d'alternative. Cela se traduit dans une série de mesures. Tout d'abord, il faut réaliser des évaluations d'impact, y compris sociaux. Alors, c'est quelque chose qui a souvent été utilisé donc pour des raisons un peu douteuses, si vous voulez, ce terme d'évaluation. Mais il est essentiel d'en mener pour voir quel serait donc l'impact de l'élimination des pesticides sur les postes, sur les emplois, sur l'économie de certaines régions. Et nous sommes persuadés qu'en modifiant la manière dont fonctionne l'agriculture, il y aura plus d'emplois même, et pas moins. Mais c'est toute une série d'évaluations qu'il faut mener. Sinon, on peut parler de tout sans arriver à trouver un chemin commun pour aller de l'avant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'y opposent et qui donc utilisent mal donc ces notions. Une bonne gouvernance de cette transition doit faire participer toutes les parties sociales, les syndicats, les patrons, le patronat et au niveau européen et national et local. Et ensuite, il nous faut des ressources parce que si on change la manière dont fonctionne l'agriculture, il faudra des ressources qui doivent découler de la PAC, de la PAC. Et cela comporte aussi des ambitions environnementales encore plus fortes associées à des conditionnalités sociales qui doivent être intégrées dans la PAC. Et ces conditionnalités doivent tenir compte aussi du besoin de respecter les droits des travailleurs, la santé et la sécurité, y compris donc directive cadre à laquelle a fait référence M. Garrigou. Et puis, pour faire tout cela, il faut une conditionnalité sociale, il faut augmenter les inspections et avoir des sanctions qui soient à même de décourager les comportements irresponsables. Et il faut privilégier ceux comme les syndicats, les patrons qui font tout dans l'intérêt des travailleurs en agriculture en respectant leurs droits. La conditionnalité sociale est un principe très important qui n'est pas éthiquement correct. Mais encore, c'est une manière de relever la barre dans le secteur agricole. Donc, et puis,
vous avez une convention de l'OIT, la 184, qui n'a été ratifiée que par un nombre moindre d'États et la Commission, 7 États membres l'ont ratifiée et c'est une honte. Il faut que la Commission encourage tous les pays à la ratifier parce que ça aussi serait une avancée importante pour les travailleurs en agriculture. Donc nous avons cette réglementation au total qui est la SUR. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour améliorer le texte. Donc, EFAT offre tout son soutien, le monde des syndicats offre son soutien au Parlement pour ce faire. Merci. Pour le regard que vous portez sur le besoin de protection, vous accentuez dans ce sens-là. Ça tombe bien, juste après vous, il y a Joseph Lechner, qui est président du GEOPA-COPA, qui donc représente les employeurs. Alors du coup, vous, quel regard vous portez pour aller dans le sens de la protection des utilisateurs agriculteurs d'un côté, mais aussi côté employeur, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité pour la santé des opérateurs qui travaillent pour eux. Du coup, comment vous répondez à toutes ces interpellations et aux constats qui sont posés? À vous, merci. Oui, pardon. Merci, Monsieur Gruffin. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord me présenter, à la fois, vous l'avez dit, président du GEOPA, une structure qui regroupe 22 associations nationales d'employeurs agricoles en Europe. Et nous sommes actifs au niveau du volet social en Europe depuis 30 ans. Nous sommes également l'association patronale européenne du secteur qui est reconnue par l'Union européenne. Et donc, groupe de travail du COPA-COGECA, et nous avons en charge que l'aspect social. Je voudrais aussi dire, par ma présentation, que je suis exploitant agricole, producteur de houblon, j'ai 65 ans, que je suis utilisateur de produits phytosanitaires, parce que le mot pesticide, à la base, c'est toujours un mot qui fait peur et qui est, mais que le respect qu'on a à avoir par rapport aux risques chimiques est effectivement une préoccupation. Et étant producteur, quelque part, nous avons à répondre aussi à des problématiques de maladies, que ce soit sur la protection des plantes, et donc notamment le mildiou, l'oïdium, les pucerons, les acariens, les charançons. Et donc, nous avons une obligation en tant qu'entreprise à la fois de dégager un revenu pour assurer la pérennité des entreprises, mais également la transmission et tout le reste. Donc, j'ai entendu des notions aussi de bio. Vous signalez quand même qu'actuellement, suite aux difficultés que nous pouvons connaître les uns et les autres, que le bio est en train de perdre au niveau de la vente 30%. Là, pourquoi je le dis? Parce que, quelque part, je remets aussi sur la responsabilité sociétale, sur le comportement d'achat. Alors, tout au long de notre longue histoire, la protection physique des travailleurs, leur santé mentale et leur bien-être général ont toujours été une priorité clé pour nos membres. En ce sens, nous y travaillons activement, car c'est l'un des axes permanents de tous les programmes de travail de notre comité de dialogue social européen. En ce sens, il est essentiel de garantir la continuité du dialogue social à tous les niveaux. Moi, je regrette de dire que nous sommes actuellement préoccupés par les intentions apparentes de la Commission européenne de renoncer à l'organisation effective des comités de dialogue social sectoriel. Nous sommes convaincus que dans des domaines tels que la protection des travailleurs, un dialogue social entre les partenaires sociaux est plus qu'essentiel. Et régulièrement, avec les FAT, nous nous retrouvons
régulièrement, ce qu'on peut appeler régulièrement. Il y a 4 réunions au niveau de l'année, ce qui est, à mon sens, trop peu. Et donc, nous plaidons en permanence pour le renforcement des capacités des partenaires sociaux à tous les niveaux du secteur. Nous recevons des rapports périodiques de nos membres sur le terrain indiquant qu'il est parfois difficile pour les travailleurs de suivre certaines procédures et que certains équipements peuvent être inconfortables. En ce sens, nous, en tant qu'employeurs, nous assumons l'entière responsabilité de fournir l'équipement de formation et de protection. Il y a à la fois les notions de formation, on a parlé avant de certificats. En France, il y a une réglementation qui est en place qui nous demande de nous mettre quelque part sans pouvoir montrer cette formation. Vous n'avez pas le droit ni de transporter des produits phytosanitaires, ni de les utiliser, ni de les quelque part de pouvoir en assumer l'utilisation. Mais nous comprenons que la responsabilité ultime de les utiliser incombe au travailleur lui-même. Néanmoins, nous nous engageons à continuer à travailler pour développer de nouveaux outils et équipements qui peuvent être plus faciles à utiliser par le travailleur. J'aimerais également aborder certaines des observations que nos collègues qui sont intervenus avant ont faites à travers leur présentation. Et donc, nous œuvrons avant tout pour le plus grand intérêt du secteur, pour sa pérennité. Parce que si nous discutons aujourd'hui, c'est bien pour mettre en place demain. Et donc, il faut aussi que nous puissions développer les secteurs. On a de temps en temps au niveau des marchés, on retire des produits. Et nous, en tant qu'utilisateurs, la première des choses, c'est de travailler. Moi, je suis en agriculture raisonnée, c'est-à-dire on observe, on traite uniquement quand il faut. Et c'est la meilleure des protections par rapport aux EPI et tout le reste. D'autant plus que les produits sont très chers. Et donc, si on peut s'en passer, évidemment, nous le faisons. Alors, dans cette optique, nous tenons à souligner l'importance de projeter une image réaliste. On a parlé avant de vraie vie. Moi, je suis un acteur de la vraie vie. J'ai été un laitier jusque dans les années 90. J'étais producteur de tabac jusque dans les années 90. On a fait une reconversion et je suis actuellement producteur de houblon, que je ne connaissais pas du tout avant. Et donc, à chaque fois, il faut quelque part apprendre et puis on a une responsabilité. Trop souvent, nous rencontrons une image obsolète. Mais la vie, elle se construit. Ce que j'ai pu faire en 1980, quand j'ai repris l'entreprise familiale, n'est pas la même que celle que j'ai aujourd'hui. Et vous-même, dans cette salle, nous avons tous des évolutions qui font que nous sommes dans un monde qui avance. Et donc, elle est aussi de temps en temps biaisée parce que c'est dans l'air du temps et donc il y a des notions environnementales qui sont une préoccupation sociétale, ce qu'on respecte et qui ne me pose pas de problème. Par contre, nous sommes préoccupés par le fait que cette image archaïque et déformée soit basée sur des préjugés et donc une méconnaissance générale de la réalité du secteur. L'Europe possède l'une des agricultures les plus avancées technologiquement et socialement au monde. C'est un secteur clé pour garder notre union forte, unie et indépendante. Et n'oublions pas,
il a été essentiel pour que tout le continent traverse la pandémie. Donc, secteur essentiel. D'accord. Je voudrais nous inviter à contribuer à établir une perspective constructive et à promouvoir le secteur comme une opportunité sociale. Et donc, 3 exemples brièvement. Nous avons lancé l'outil d'auto-évaluation des risques en ligne pour l'agriculture OIRA au niveau européen. L'outil en ligne a été développé avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, et OSHA, et donc contient des chapitres spécifiques. Nos membres mettent en place des campagnes de formation et de sensibilisation comme celle que j'ai ici avec moi, notamment espagnole, et puis également en France. Je suis membre de la FNSEA et avec la FNSEA, nous avons lancé une série de web-séries, de partenariats, puisqu'en France, en gros, tous les acteurs travaillent ensemble. Voilà, je m'en arrête là et dans la discussion, évidemment, on pourra revenir sur le sujet. Merci beaucoup. Du coup, vous des intervenants précédents, très différents. J'espère que vous aurez beaucoup de questions. Moi, j'en aurai en tout cas. Du coup, je passe la parole après à Zinta Podnies, qui est analyste des politiques de la Commission européenne et qui intervient en ligne également. Donc, du coup, votre regard sur ce qui vient de se dire par le premier panel, c'est à vous. Merci. Good morning. Bonjour pour avoir invité la DG EMPL. Les travailleurs, notamment dans l'agriculture, doivent être protégés. C'est une préoccupation de l'Union européenne. Et je vais m'occuper de 2 types de législation. Il y a une législation concernant le marché intérieur et il y a un collègue de DG Santé qui pourra répondre à des questions. Dans le cadre de ma présentation, je vais m'occuper de la santé, de la sécurité au travail et de la législation correspondante. Prochaine diapo. Donc, ma présentation divisée en 2 parties. Première partie, je vais m'occuper de la législation de l'Union européenne en matière de sécurité et santé et au travail. Et puis, je vais parler des outils de bonne pratique et des informations qui supportent la mise en œuvre. La législation est bonne uniquement si elle est mise en œuvre de manière efficace. Autrement, ce n'est qu'une lettre morte. Ici, vous voyez le cadre réglementaire concernant OSH. On a notamment la directive cadre portant sur l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il y a les principes généraux, identification des risques et des obligations des employeurs. Les employeurs doivent identifier tout risque qui pourrait causer des problèmes de santé aux travailleurs. Il ne s'agit pas uniquement de pesticides, de substances chimiques, mais d'autres risques, par exemple concernant la santé sociale. Une fois ces risques identifiés, la première étape, c'est l'élimination, si c'est possible, de ces risques. Si ce n'est pas possible, l'employeur doit mettre en œuvre une évaluation des risques et des mesures de prévention pour réduire ces risques. Puis, pour mettre en œuvre ces mesures de prévention, l'employeur doit faire toute une série de contrôles. Tout d'abord, il faut des mesures de protection collective, par exemple des solutions techniques. Si ces solutions ne marchent pas ou si ces solutions ne marchent pas complètement, l'employeur peut prévoir aussi de mesures de protection personnelle. L'employeur, en outre, doit fournir des informations pratiques aux travailleurs. L'employeur doit impliquer les travailleurs dans le cadre de l'évaluation de risque afin de décider quelles mesures adopter. Et puis, les directives européennes
prévoit des prescriptions minimales et les États membres peuvent adopter de mesures plus rigoureuses pour protéger les travailleurs. Ici, vous voyez d'autres législations au-delà de la directive cadre. Il y en a une vingtaine qui concernent la santé et la sécurité au travail. Je vais évoquer les législations les plus importantes pour ce qui est des pesticides, notamment la prévention, l'exposition des pesticides, la directive sur les agences chimiques, sur les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, la directive sur EPI, travailleuses enceintes et jeunes travailleurs. Là, on va parler notamment des agences chimiques et des agences cancérigènes, mutagènes et substances chimiques reprotoxiques et les directives correspondantes. Il y a des prescriptions minimales qui s'appliquent à toutes les substances chimiques au travail qui doivent être éliminées ou bien, si cela n'est pas possible, l'exposition doit être limitée ou réduite. Et en outre, il y a aussi des dispositions pour des substances spécifiques. Il s'agit de valeurs limites qui peuvent être soit contraignantes, soit optionnelles. Et il y a notamment des indicateurs à prendre en considération concernant la peau, par exemple, ou bien des substances chimiques pourraient causer des problèmes à la sensibilité de la peau ou des poumons. Sur la base de ces directives, l'employeur doit identifier les agents chimiques dangereux. Si il y en a, l'employeur doit évaluer tout risque pour les travailleurs. En outre, les employeurs doivent adopter toutes mesures nécessaires pour éliminer par substitution par des agents qui ne sont pas dangereux ou qui sont moins dangereux. Ou bien les employeurs doivent mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire l'exposition des travailleurs. Il faut réduire notamment l'exposition à la source, par exemple en utilisant des équipements spécifiques comme des drones, par exemple, ou des robots. Si cela n'est pas possible, il faut prendre des mesures organisationnelles, par exemple réduire le nombre de travailleurs qui peuvent être exposés aux pesticides ou bien l'utilisation de EPI pour exclure le risque. Les employeurs doivent informer les travailleurs concernant les résultats de l'évaluation de risque pour leur dire quel type de risque existe. En outre, l'employeur doit fournir une formation aux employeurs afin que des bonnes pratiques puissent être adoptées pour réduire le risque. En outre, il faut prévoir également des dispositions en matière de surveillance de la santé des travailleurs. S'il y a l'exposition à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Donc, dans ce cas, il faut définir une surveillance pour 40 ans ou bien 5 ans en fonction du type d'agent. Et puis pour ce qui est des EPI et la directive correspondante, il faut dire que pour l'exposition aux pesticides, il y a différentes voies d'exposition par la peau, par le système respiratoire et par ingestion. C'est pour cela qu'il faut utiliser des EPI appropriés sur la base de la directive. Tous ces équipements doivent être appropriés compte tenu du risque et on a entendu les autres intervenants et cela n'est pas toujours le cas. En outre, il y a aussi un règlement sur les équipements de protection personnelle qui définit les autorisations de mise sur le marché et les critères pour le label CE
Et ce règlement est important pour être sûr que de bons équipements de protection personnelle soient effectivement commercialisés. J'ai compris qu'il s'agit d'une question très importante, donc il serait utile d'en parler au service de la commission DG Gros, par exemple, qui est responsable de cette directive. Les EPI doivent être en ligne avec les conditions réelles au travail. Ils doivent tenir compte des exigences ergonomiques et de l'état de santé du travailleur. En outre, les EPI doivent s'adapter à la morphologie de l'utilisateur. Ces équipements doivent être gratuits. C'est l'employeur qui doit prendre en charge les coûts. Et en outre, il faut assurer que ces équipements soient en bon état de fonctionnement. On a entendu les autres intervenants. C'est ça le problème. Les EPI sont bien portés, mais ils ne sont pas en bon état de fonctionnement et ils ne sont pas nettoyés. En outre, l'employeur doit fournir de l'information et de la formation pour expliquer quels sont les risques contre lesquels ces équipements protègent et comment il faut les porter. Juste pour évoquer quelques exemples sur les informations disponibles et sur les bonnes pratiques et les outils de bonnes pratiques. Je comprends que j'ai plus de temps, c'est ça? Je vois qu'il reste 3 diapos, merci. Yeah, there was already. Donc, il y a cet outil OIRA qui a déjà été évoqué. Cet outil a été préparé en coopération avec les partenaires sociaux. Il s'agit d'une orientation non contraignante concernant les bonnes pratiques agricoles. Et en outre, il y a eu aussi des campagnes au niveau européen, notamment l'interdiction sur des substances dangereuses où il y a des ressources de bonnes pratiques intéressantes et aussi un outil électronique pour assurer l'évaluation des risques pour les substances dangereuses. Et en outre, il y a aussi des articles wiki OSH. Il s'agit d'articles qui donnent des informations très précises sur les pesticides et les mesures. Dans la planche suivante, vous voyez le lien pour ces informations, pour obtenir justement plus d'informations. Merci. Pour ce point, donc, vous mettez les angles saillants sur les conditions de la protection. Et on en arrive enfin à Manuela Tiramani, qui est représentante de l'EFSA. On parle de vous depuis le début ici, puisqu'on met l'accent fort sur la conditionnalité de la mise sur le marché des pesticides à la réalité de la protection des utilisateurs. Donc du coup, je vous laisse réagir par rapport à ça. Vous avez sans doute beaucoup de choses à nous dire. Merci. Thank you. Merci beaucoup pour cette invitation. Juste quelques mots concernant EFSA et ce que l'on fait. Nous sommes responsables de l'évaluation des risques de substances chimiques qui entrent dans la chaîne alimentaire. Et en outre, pour ce qui est des pesticides et des produits phytosanitaires, on évalue les risques pour les opérateurs qui utilisent ces produits et qui sont exposés aux pesticides. Nos résultats sont utilisés par les gestionnaires de risque pour décider si on peut utiliser une substance ou pas. Nous, on n'autorise pas de substance. Notre rôle, c'est un rôle scientifique, évaluation des risques. Ceci dit, Particularly this event because cet événement est très important et très intéressant à mon sens. En effet, je suis un médecin et je m'occupe de maladies professionnelles. Et je dois dire que il est très important de parler de la réalité, de la vraie vie. Et notamment, je tiens à remercier M. Jouot pour son témoignage. Je l'ai apprécié. Vous avez partagé des parties
sensible de votre vie. C'est douloureux, je me rends compte. Je vous remercie. Historiquement, les agriculteurs ont toujours été considérés de manière différente par rapport aux travailleurs industriels, parce qu'il y a cette idée un peu des travailleurs qui travaillent justement en plein air, dans la nature, et cela n'est pas vrai. C'est une vision qui ne correspond pas à la réalité. Et aux années 70, vous avez dit que vous avez commencé à travailler, et bien évidemment, la mentalité a changé complètement au fil des années. Et c'est juste parce que l'utilisation de substances chimiques a toujours considéré important pour les travailleurs de l'industrie, mais non pas tellement pour les travailleurs de l'agriculture. Donc je suis contente que maintenant on parle de ces sujets. Je dois dire que au fil des 40 dernières années, on a fait beaucoup d'évaluation des risques. Les résultats ont été une réduction importante de l'utilisation de substances chimiques. Quand je commençais à travailler dans ce domaine avant EFSA, il y avait beaucoup de substances chimiques qui étaient disponibles, 1800, maintenant c'est 350 en Europe. Donc je dois dire que l'objectif du pacte vert que l'on partage progresse, mais bien évidemment il y a du pain sur la planche. À mon sens, and the effort put in les efforts que l'on a faits pour comprendre les facteurs de santé sont de plus en plus importants. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on ne parlait pas de la toxicité environnementale. Maintenant, on a travaillé beaucoup avec les universités justement pour essayer de comprendre ce qui se passe, notamment avec Parkinson, la maladie de Parkinson. On vient de lancer un projet important, 3, 4, 5 millions, sur justement les maladies neurodégénératives. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour ce qui est de l'exposition non alimentaire, en effet, on s'occupe des consommateurs, mais on s'occupe également d'exposition non alimentaire. L'orientation de EFSA de 2014 n'est pas une mise à jour de quelque chose d'autre. C'est le premier document d'orientation européen. Avant, il y avait plusieurs documents, le document du Royaume-Uni, de l'Allemagne, Europoem, qui n'a jamais été finalisé puisqu'il n'y a pas eu d'accord sur les critères de sélection. Donc, on a essayé donc de définir un premier modèle d'exposition en Europe. Est-ce que ce modèle est parfait? Non, on est conscient et on l'a dit dans le document d'orientation. Il y a des gaps, il y a des lacunes à combler. On a invité des experts afin qu'ils puissent nous fournir des données. Il s'agit d'un travail en cours, je dirais. Et puis, bien évidemment, on a besoin de regarder les données, de les analyser. Il y a quand même un travail de contrôle important sur ce que l'on fait. Quelle que soit l'origine des données, il y a toujours un examen de pair, il y a toujours une transparence. Je suis d'accord, EFSA a changé beaucoup en ce qui concerne la transparence. Maintenant, il y a une réglementation bien précise, mais vous pouvez toujours demander à l'EFSA de regarder les données. Vous nous demandez des données, on vous les donne. Cette activité de contrôle est toujours possible. Il y a toujours des consultations publiques. Et il s'agit d'un outil à utiliser. Donc la demande de données. collective. Il s'agit d'un travail collectif. On ne peut pas tout faire tout seul.
Et il faut bien évidemment améliorer la façon d'interagir avec les universités, les autorités des États membres. En effet, la mise en œuvre de l'utilisation des EPI revient aux États-Unis. Pardon, aux États membres. Et ce sont les États membres qui mettent en œuvre justement l'utilisation des équipements de protection personnelle. Je suis italienne et si vous êtes en Sicile aujourd'hui et vous portez une combinaison complète avec un masque à tout, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Et chaque État membre, chaque autorité nationale et chaque gestionnaire de risque doit considérer ces éléments, la faisabilité. Je parlais de l'Italie, de cette situation, c'est pas possible parce qu'il fait trop chaud. La situation est différente en Suède et donc il y a différentes conditions. On ne peut pas parler du niveau européen parce que chaque État membre doit remplir sa fonction, avoir son rôle. Il faut augmenter également le niveau de formation et on pourrait supporter les États membres dans ce cadre pour ce qui est de la formation des travailleurs, parce que l'utilisation des EPI doit faire l'objet d'une formation. Tous les intervenants l'ont dit. Il ne faut pas tout simplement porter un équipement de protection personnelle et on est protégé, on peut être sûr qu'on n'est pas contaminé. Non, bien évidemment. Il faut être formé pour utiliser ces équipements et les travailleurs doivent être conscients de comment il faut les utiliser et quel est le rôle des EPI. We are about to start with another revision. Une autre révision va être entamée du document d'orientation sur l'exposition. La prochaine étape est la suivante, se concentrer sur les nouvelles données. And I have to say that re-entry bystanders are one of our there are data, but of course we need to improve a lot and to have them in a regulated context, which we like it or not is part of the way we have to approach the data. So we de gérer les données. Donc, il y a un groupe d'États membres avec lesquels on travaille et l'activité va durer 4 ans. Il y aura plusieurs étapes. C'est 1 million, les fonds à disposition. Et je pense que c'est une bonne opportunité pour interagir. Isabelle, professeur Garrigou, on va inviter des invités, des experts. Thanks, but Il y a toujours un travail en cours, mais probablement on pourra trouver des façons d'interagir et pour se comprendre mutuellement, pour comprendre ce que vous produisez et nous, ce que l'on fait. On s'est rendu compte avec la neurotoxicité environnementale, on ne se comprenait pas mutuellement, donc il n'y avait pas d'utilisation des connaissances des uns et des autres. Donc j'espère qu'on pourra améliorer notre coopération. Je vous donne la parole. Merci infiniment à nos 9 intervenants donc pour tout ce qui a été dit jusque-là. Moi, j'espère personnellement, en tant qu'élu ici, que tout ce qui a été dit servira dans la réflexion de règlement sûr en cours. Et j'espère que ça sera largement entendu. Il y en a tellement besoin. Je ne veux pas commenter plus. Je passe la parole aux auditeurs, tous ceux qui ont écouté tant ici qu'en ligne ce qui a été dit, s'ils ont des questions à poser. Et ça démarre rapidement et c'est bien. On ne perd pas de temps à attendre. Merci beaucoup à vous. Même si je suis français, I will speak in English for everyone. So... Je vais m'exprimer en français. Je suis Charles Dufour et je travaille à donc une entité
hollandaise qui s'occupe sur d'agriculture, d'égalité entre les genres et plein d'autres volets. Et je vous remercie de cette opportunité de nous avoir offert ces témoignages si émouvants et si intéressants, si passionnants. Alors, sans aucun doute, nous sommes en train de rentrer dans un processus de numérisation avec plein d'initiatives à travers des développements visibles, y compris à travers les réglementations. Mais on peut aider l'agriculture grâce à la numérisation. Le grand problème, c'est les pesticides. On en parle ici. Il y a beaucoup d'innovations qui nous permettent de faire face à ce problème. C'est des opportunités, d'autre part, c'est aussi des risques. Mais quelle est votre perspective? C'est une question pour tout le monde. Quelle est votre perspective sur la numérisation? Et je remercie la personne qui en a parlé. Comment est-ce qu'il serait possible de rendre possible aux petites tout comme aux grandes surfaces la numérisation et comment entamer un dialogue sur ce sujet parce que il faut en discuter de plus en plus avec les parties prenantes. Comment rendre la numérisation plus accessible, plus abordable pour l'agriculture? Je vais prendre plusieurs questions, comme ça on pourra enchaîner sur les réponses après. D'autres questions ici dans la salle ou en ligne? Ici dans la salle, on a, madame, à vous. Vous pouvez vous présenter, hein, j'ai oublié de demander tout à l'heure, mais... Yes, hello, my name is Agile Kilisma. Bonjour, Sonia Kilisma. Et je travaille pour le Pesticide Network Europe. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence et d'avoir parlé de santé associée à l'exposition aux pesticides parce que ça pose un problème très, très grave. Nous avons entendu dire qu'il y a des pesticides approuvés et qui, malgré tout, peuvent être toxiques. Et nous avons entendu dire que les PPE qui sont utilisés par les agriculteurs ne les protègent pas suffisamment. Nous avons aussi entendu dire que le document d'orientation qui est en cours de rédaction donc a plusieurs lacunes et qui ne peut pas assurer la sécurité des travailleurs. Au vu de tout cela, est-ce qu'on a le droit d'attendre 15 à 20 ans avant de développer d'autres moyens pour faire face à la neurotoxicité ou est-ce qu'il faudrait être plutôt proactif et commencer à examiner les pesticides et commencer à éliminer les plus dangereux. La loi existe déjà et la réglementation va tout simplement mettre en œuvre ce que la directive préconise. Et peut-être serait-il intéressant de forcer les États membres à adopter ces mesures. Donc, on va continuer à parler de la réglementation de l'utilisation des pesticides et on va à terme voir certains pesticides exclus de la possibilité d'usage, qui seront bannis, mais faut-il agir plus rapidement? Qui d'entre vous voudra y répondre? Et puis la deuxième, c'est vite, pas 20 ans pour aller répondre à la législation. Du coup, ça me permet peut-être de solliciter la personne de la commission DG Santé qui est en ligne, qui peut peut-être éventuellement répondre à cette question-là. Et je vous laisse poser la troisième question, allez-y. Oui, merci. I'm Christine de Scanflare from Pesticide Action Network, and yeah, it was really interesting. Christine de Scanflare de Pesticide Network. Je trouvais toutes les présentations très intéressantes et j'ai trouvé que la présentation de Monsieur Joël a été vraiment très émouvante et l'action
est urgente. Il faut réduire les pesticides d'ores et déjà. Donc, j'ai entendu dire qu'ils sont utilisés que lorsqu'ils sont nécessaires, mais des études d'impact ont démontré le contraire parce que la directive existe déjà et il est clair qu'elle n'a pas été mise en œuvre complètement. Un autre commentaire possible est que on a entendu parler de l'impact sur la santé des agriculteurs qui sont au cœur de toutes les expositions. Peut-être qu'il serait aussi important de parler de l'exposition aussi des familles, des agriculteurs et des tiers. Et parce que c'est la santé aussi des familles qui est en cause. Il y a des études qui montrent que ces pesticides peuvent voler très loin et il y a des expositions pour les familles, par exemple sous forme d'absorption à travers la peau ou bien en respirant. Et donc, c'est aussi un sujet à aborder. Et les zones poumons qui sont importantes sont très, très importantes. À notre sens, elles sont prévues. Et il y a aussi beaucoup de préoccupations autour de la propriété publique et privée en général, même en dehors des régions sensibles. Il y a les agriculteurs, leurs familles et d'autres personnes aussi qui passent la plupart de leur temps chez eux, qui sont néanmoins exposés. Donc, le problème se pose. Sur la première question, sur la technique, en mettant dans le paysage un aspect, moi, qui me tient à cœur, c'est le coût. Parce que plus la course à la technique monte, plus les coûts montent, et du coup, plus on est à la course aux aides, et plus on est aussi à la course à... Il y a de moins en moins de gens qui peuvent acheter des matières premières alimentaires sur cette planète. Merci. Alors, de manière courte, l'angle d'attaque aujourd'hui a été de discuter des équipements de protection et des déterminants de l'exposition. Il y a un problème majeur au jour d'aujourd'hui, qui est que la technique et la technologie est un des déterminants de l'exposition. La manière dont les pulvérisateurs, les équipements sont conçus au jour d'aujourd'hui, c'est un problème majeur, c'est un déterminant majeur de l'exposition. Et sur la question des nouvelles technologies, on a mené des études, en particulier sur les activités de semences. Le problème des nouvelles technologies, c'est qu'elles ne prennent pas en compte, dès la conception, la réalité du travail, la complexité du travail. Et il y a de nombreuses pannes, de nombreux incidents qui laissent les agriculteurs en grande difficulté. Et l'accompagnement de la technologie et la fiabilité de ces technologies, elles présentent des intérêts. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a un enjeu à travailler en amont avec les concepteurs de ces technologies-là, parce qu'il y a des scénarios d'usage qu'ils n'imaginent pas. Et donc, il y a un problème majeur là dans la conception de la technique, que ce soit les pulvérisateurs, que ce soit les tracteurs, les systèmes de commande qui permettent d'interagir entre les deux. Ce sont des concepteurs différents qui ne se parlent pas toujours, avec de gros problèmes techniques et technologiques. Et cette question-là, on peut agir dessus. Et en agissant dessus, on peut réduire les expositions. Mais il y a un chantier énorme. C'est toujours un sujet, c'est des questions de fond qu'on pose. Moi, je voudrais à la fois, je l'ai déjà dit, me ramener à nos contradictions. Et vous l'avez aussi souligné, à un moment donné, c'est le consommateur aussi qui pèse dans la décision finale. Il y a, et Madame Tiramani l'a dit aussi, c'est un travail collectif. Si on ne va pas travailler collectivement, vous pourrez demander les choses que vous voulez, sauf qu'on va quelque part aller dans la complication des différentes priorités. Et donc, il y a énormément d'initiatives qui sont prises actuellement. En France, nous avons le contrat de solution. La FNSEA plaide pour cela, c'est-à-dire
pas si on n'a pas de solution, il faut qu'on ait quelque chose en place. Et donc, la numérisation peut être une solution. Nous avons actuellement des machines qui se déplacent toutes seules pour quelque part désherber mécaniquement, ce qui est très bien. Sauf qu'il y a une notion de coût. Pour protéger les différentes personnes, nous avons des solutions, les ZNT, les zones non traitées autour des villages, que nous préconisons. Malheureusement, nous nous heurtons aussi au côté politique qui, lui, voire idéologique, ça peut être, d'augmenter les distances. Sachez qu'en Alsace, moi je viens d'Alsace, les villages c'est sur 5 kilomètres, quoi. Nous avons également les fermes Delphi, c'est-à-dire des fermes expérimentales qui travaillent sur des processus nouveaux, qui s'engagent volontairement sur des recherches de référence pour se passer ou d'avoir des alternatives. Nous avons les trichogrammes, c'est-à-dire des parasites à des larves, quelque part, qui nous permettent de ne pas utiliser de produits. La confusion sexuelle, c'est-à-dire dans les vignes. Donc, je pense que le mot qui doit être important, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble. Autant les aspirations des uns et des autres peuvent être normaux, autant il faut aussi respecter l'entreprise parce que nous, on ne pourra pas changer du jour au lendemain et on l'a vu avec les betteraves sucrières, une réduction de 30% minimum des emblavements en France suite au retrait des produits néonicotinoïdes. C'est compliqué à dire, mais voilà, c'est des impacts immédiats. Je voudrais juste relever, en tant qu'utilisateur, moi je constate, par exemple, sur le houblon, nous avons des pulvés ronds et nous n'avons pas possibilité de mettre les produits phytosanitaires dans un emplacement dédié. Et donc, il faut qu'on se place sur une estrade. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, il faut qu'il y ait une évolution européenne qui oblige quelque part, parce que vous pouvez avoir le produit de protection, sauf que vous êtes, alors qu'on peut avoir une solution. Je voudrais aussi dire par rapport aux drones, pour les vignes, parce que les vignes chez nous, c'est souvent en pente escarpée, on a interdit le vol d'hélicoptères, ce qui peut se comprendre, sauf que maintenant, on oblige à traiter dans les pentes, alors que c'est une hérésie. Là, on remet au contact des gens directement avec... et c'est pentu, c'est dangereux, etc. Donc, il y a des expérimentations avec les drones, effectivement, qui ont lieu. Merci. Et là, vous plaidez pour augmenter les vignes en bio. Alors, du coup, est-ce que la personne de la DG Santé est en ligne? Est-ce qu'elle peut intervenir pour répondre à la deuxième question? Je ne sais pas si elle est connectée. Ouais. Et puis après, je demanderai peut-être à Stéphane Aurel, vous voulez intervenir aussi sur cette deuxième question et... Hello, so I'm not the person. Je ne suis pas la personne de la DG Santé, mais je peux commenter du point de vue de FAT et des syndicats, notamment pour ce qui est de la numérisation. Je vais être clair. En tant que syndicat, on n'est pas contre le développement technologique. C'est la seule façon pour être concurrentiel sur le marché et pour préserver les emplois. Mais la numérisation n'est pas la solution. Il faut être clair, non pas uniquement pour ce que M. Garrigou a dit, parce qu'il y a toujours des préoccupations concernant la façon dont les nouvelles technologies sont utilisées, mais aussi parce que, à l'avenir, il faut réduire les pesticides, il faut les limiter et il faut les éliminer complètement. Il faut investir
dans la recherche d'alternatives. Il y a déjà des alternatives, mais il faut investir afin qu'elles soient utilisées. Il faut aider les agriculteurs à utiliser ces alternatives et il faut la transition juste. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut aussi l'acceptation sociale et cela est fait par un processus qui implique le patronat, les syndicats. Il faut des ressources, il faut un changement. C'est ce que la Commission ne fait pas. Tout dernier point. Tout ce que la DG Emple a dit, c'est bien, mais la réalité est différente. Toutes ces règles, toutes ces législations ne sont pas respectées. Moins d'1% des bénéficiaires de la PAC font l'objet d'inspection du travail. Il n'y a pas d'inspection du travail sur le terrain. Si la priorité, c'est protéger les travailleurs, je veux comprendre pourquoi toutes les références OSH dans le règlement SUV sont dans le préambule. Pourquoi parle-t-on d'usagers professionnels lorsqu'il y a des travailleurs, des salariés et les obligations sont différentes? Donc, il faut ce lien entre SUV et OSH et ce lien manque. La personne de l'EFSA, je ne sais pas si elle se connecte, autrement de la commission, pardon, l'EFSA qui est en ligne. Ok, elle arrive, ok. Hello, yes, apologies. Bonjour. Tout d'abord, quelle était la question déjà? Donc tout d'abord, pour ce qui est le lien avec la santé et la sécurité au travail, on a fait une évaluation dans le cadre de la préparation de la proposition et on voulait assurer que la sécurité et la santé au travail soient assurées. C'est pour cela que les dispositions concernant la formation ont été renforcées, comme quoi les usagers professionnels puissent être formés et puissent avoir un certificat. Et il faut que les EPI soient utilisés uniquement suite à la formation. De même pour ce qui est des produits phytosanitaires, pour ce qui est du lien avec la sécurité et la santé au travail et la législation correspondante, on l'a analysé. Il s'agit d'un élément très important, bien évidemment. Les travailleurs doivent avoir accès aux documents. On a renforcé les mesures concernant l'empoisonnement aigu et donc il y a des détails spécifiques concernant les informations à chercher liées à l'empoisonnement aigu. Et on s'occupe justement de sécurité et de santé au travail et les tiers peuvent tomber malades et donc doivent pouvoir accéder à certains documents. Et il y aura aussi un registre électronique qui va inclure des informations sur tous les pesticides utilisés et les tiers peuvent accéder à ces informations. Et dans le cadre de cette législation OSH, il y aura aussi du suivi et de la surveillance qui permet d'identifier les risques liés à l'exposition et les causes de certaines maladies. Et il y a l'article 14, la législation sur les substances cancérogènes et mutagènes qui oblige une surveillance de la santé des travailleurs, qui prévoit, une surveillance de la santé des travailleurs et d'autres informations doivent être fournies concernant les substances dangereuses. Donc je dirais que le cadre juridique
et réglementaire est assez complexe. En outre, il y a un support pour les travailleurs. J'ai évoqué l'importance de la formation et la protection renforcée. En outre, il y a aussi l'inspection qui est prévue pour les équipements de protection. Et on s'est rendu compte que les informations disponibles dans les États membres ne sont pas suffisantes. Les informations concernant les équipements de protection personnelle qui ont été surveillés, il faut absolument des inspections. Et cela est fondamental pour protéger la sécurité des travailleurs. Et pour ce qui est de l'usage professionnel, je dois dire que la définition d'usage professionnel au sens de la proposition est tout ce qui utilise des pesticides dans le cadre de leur activité traditionnelle professionnelle. C'est une définition assez large. Cela concerne et l'employeur et le salarié. En effet, il faut que les deux aient des informations complètes concernant l'utilisation de pesticides et beaucoup d'États membres ont des prescriptions spécifiques concernant la formation distributeurs, consultants et usagers professionnels. Je voulais qui était dans la question. C'est-à-dire que j'entends tout ce que vous dites et je comprends bien, je le vois, mais sur la question de l'urgence, comment on va plus vite parce que, et on l'a vu avec le premier intervenant, la maladie sur le nombre de personnes contaminées augmente rapidement. Et comment vous voyez faire accélérer les choses pour que tout ce que vous préconisez, ce que vous soulignez à juste titre, aille vite maintenant? Just to be sure I've understood, you mean urgency in relation to... Donc c'est l'urgence concernant l'adoption de la proposition. Dans quel sens urgence? Protectrice efficace rapidement maintenant, parce qu'on voit que jusque-là, les choses prennent du temps, c'est long, et l'efficacité n'est pas avérée, puisque le premier panel a largement souligné ce qui se passe. Donc comment on peut accélérer? Comment on peut aller plus vite? I mean, I suppose the simple answer is that it's Cela dépend des co-législateurs. Bien évidemment, la Commission a déjà dit que cette proposition doit être adoptée le plus tôt possible. On l'a dit, il y a le besoin urgent de réduire l'utilisation des pesticides et le risque d'exposition aux pesticides est le plus dangereux. Et c'est pour cela qu'on a défini des objectifs dans la proposition pour atteindre cet objectif. Et lorsque la législation sera adoptée, ces objectifs pourront être atteints. Il y a une disposition importante concernant les cas d'empoisonnement aigu. Et il y aura aussi un registre électronique. En outre, il y a un autre suivi qui peut être assuré pour trouver le lien entre les risques et les maladies. Il y a aussi tout ce qui a trait à la formation. Et bien évidemment, cette législation ne couvre pas tout. Mais on veut bien évidemment réduire l'utilisation des pesticides. Et j'espère que la législation pourra être adoptée le plus tôt possible. Je voulais éventuellement apporter la réponse à la troisième question, madame, et je ne sais pas si c'est vous qui pouvez être la plus... là-dessus. Yeah, I think... Je partage cette approche. Il y a une urgence quand même et il peut y avoir
une exposition pour les résidents et les tiers. J'ai dit tout à l'heure que on a déjà commencé à collecter toutes les données disponibles. On a commencé il y a 10 ans et en outre, on a déjà comblé des lacunes pour ce qui est de la disponibilité de données et de la recherche. Là, on vient de commencer une autre phase en coopération avec un groupe d'États membres pour réviser les données disponibles afin de mieux les comprendre, afin de mieux comprendre l'exposition des résidents et des tiers. Bien évidemment, on dit depuis pas mal de temps qu'on a besoin de plus de données à cet égard. Je dirais que le processus a commencé, les choses bougent assez rapidement et j'espère qu'on pourra avoir un chiffrage plus percutant et plus intéressant. Et c'est justement ce qui nous intéresse. J'espère avoir répondu à la question. Stéphane Aurel, vous vouliez réagir aussi? À ce que les deux personnes de PAN ont dit. Maybe I will say that in English. Donc, je vais parler en anglais. Donc, beaucoup de questions ont été soulevées. Donc, pourquoi est-il si compliqué pour les autorités réglementaires d'impliquer des chercheurs indépendants plutôt que l'industrie, parce que toutes les études sont sponsorisées par l'industrie et il n'y a pas d'implication de chercheurs indépendants. Et là, on est sûr que la situation serait complètement différente si le processus réglementaire se basait sur des données publiques et sur des études indépendantes. Et de même, pour ce qui est des groupes d'experts et qui sont les membres de ces groupes. Je suis journaliste, donc j'ai une question plutôt pour vous, Madame Tiramani, parce que en fait, vous avez un background de recherche. Et vous avez dit que vous voulez inviter M. Garrigou pour une audition comme expert. Vous avez invité également Isabelle Baldi. Expert. Dans le cadre de cette audition d'experts, l'idée, c'est d'écouter quelqu'un qui a une connaissance du domaine sans conflit d'intérêt, par exemple un lien avec l'industrie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il y a ces auditions d'experts. Donc ma question est la suivante. Vous avez des industriels qui produisent des pesticides qui font partie de ces groupes. Mais ils ne sont pas des experts. Et donc, comment est-elle la situation? La conférence a pris plus de 20 minutes de retard. Les interprètes s'excusent de devoir terminer le service à 10h55. It was just to say, J'en ai parlé au professeur Garrigou, mais c'était pour dire on va commencer à en parler, ce qui ne veut pas dire que donc on ne peut pas être membre. Mais laissons tomber un peu le cas spécifique. L'idée d'écouter les experts n'a rien à voir avec l'idée d'avoir quelqu'un d'un autre métier qui pourrait avoir un conflit d'intérêts, mais qu'on peut écouter pour... Et donc, on évite le problème du conflit d'intérêts. Non, c'est quelqu'un qui a écrit un article et on veut, dans le cadre de notre comité, donc l'idée, c'est de l'écouter parce qu'il aura des choses à nous dire. Deuxièmement, dans les groupes de travail qui ont développé les orientations en 2014 et même plus tard, il n'y a pas de représentants donc des producteurs, des PPP. Le groupe de travail se compose d'États membres. Enfin, le dernier est composé d'États membres. Donc, l'idée à laquelle vous avez fait référence,
Donc, je faisais référence au groupe BFR, dont le travail fait la base du travail des orientations à EFSA. Donc, bon, les interprètes s'excusent de devoir arrêter le service de traduction. Au revoir. Accompagné bien au-delà de l'horaire qui était prévu. Donc, vous nous quittez maintenant, mais merci infiniment pour déjà l'étape que vous avez. To say that BFR is a national competent authority. BFR decided to undertake a work to analyze new and better data. And then they came to us and said, EFSA, this is what we have. And for this, we created an ad hoc working group to screen and peer review all raw data behind. This is how it works. It works, or it can work. It's not necessarily. As for the published data, just to say that, of course, this is also something that we are doing more and more. If you look at the selection criteria of studies, and the reason why Europoint didn't go through, it's because, as I said, the selection criteria couldn't be agreed upon by the experts because they were too high, and overall, Europoint would have ended up in few studies eligible. So if you look at the selection criteria used for the 2014 guidance and for the 2022, they are really demanding. And sometimes the published studies, which are made for different purposes, do not meet all the criteria. This is why I mentioned before, and this is what we did before with the NT, we need to understand mutually what could serve our purpose and what we could do for the researchers, because we put a lot of money outside to run research, and of course we need to understand how can we be mutually helping each other. So, but I'm glad to continue the discussion, but just to make it clear that we don't have industry representative, and the concept of hearing is not linked to only, it's a bypass to have industry representative without being blamed for this. Not absolutely not like this. Thank you. Merci. On va devoir arrêter là parce que l'heure arrive. Vous vouliez juste une seconde. Allez-y, Christian Jouot. Dans un monde idéal, je pense que où il n'y aurait pas besoin d'épices, ce serait l'agriculture bio. Ce que maintenant j'aimerais savoir, c'est ce que coûte l'agriculture conventionnelle derrière, en nettoyage des eaux. Moi, par exemple, j'ai 70% de taux DPI et donc j'ai besoin de soins en environnement, enfin en biodiversité. L'agriculture conventionnelle coûte très cher. Et derrière, et elle, par contre, l'agriculture bio n'aurait pas tous ces inconvénients-là. On n'aurait pas toutes ces externalités négatives et ces coûts. Rien que l'eau, c'est 50 milliards par an en France. C'est, je ne sais plus, 300 et quelques en Europe. Rien que l'eau. Ouais. La pollution de l'air, c'est pire. Et avec l'arrivée des pesticides à filtrer dans l'eau, avec le cas du S-métolachlore qui est sorti il n'y a pas longtemps, le coût du traitement de l'eau en France va passer de 280 € par habitant actuellement à entre 5 et 600 rapidement, puisque la recherche des pesticides, c'est très lourd en termes de nettoyage de l'eau. Donc, il y a les pesticides, il y a les métabolites aussi. Oui, métabolites. Et je ne parlais que de 2 sujets, et il y en a beaucoup. Mais comme ce n'est pas le point de l'ordre du jour, on ne va pas réouvrir un débat là-dessus. Mais vous avez raison de souligner qu'au-delà du coût souffrance pour la santé qu'on abordait ce matin, ouais. Il y a tout le coût économique qui est à mettre derrière. Merci beaucoup déjà pour votre témoignage à vous, avec le courage que vous avez en tant que de militer pour cette souffrance silencieuse dans le monde de l'agriculture dont on parle peu mais qui est grave et qui est importante d'accompagner. Donc merci à vous de donner la main à tous ceux qui en ont besoin dans ce cadre-là. Merci à tous nos autres intervenants pour vos apports et vos contributions là ce matin à cette réflexion qui, nous, on a eu beaucoup de plaisir à la préparer parce que c'est un sujet qui est important, plaisir entre guillemets, parce que c'est un sujet qui est quand même assez grave. En tout cas, beaucoup d'intérêt à préparer cette réflexion et cet échange. J'espère qu'il nourrira les dossiers d'actualité. Pour ce qui est restauration de la nature, c'est raté puisque le Parlement a voté contre. Donc là, maintenant, on ne va pas aller plus loin. Mais pour ce qui est de la loi sûre, j'espère qu'on ira plus loin et que ce qui a été dit ce matin sera un peu entendu et que ce sera utile dans ces débats. Voilà. Et on doit quitter la salle, mais on peut continuer en dehors de la salle à échanger si certains veulent le faire. Et merci à tous les participants.